podcast avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 7 mai 2025, une autre édition de Radar cette semaine avec Anthony Desaulniers, Olivier Paiement et Jacob Langlois-Pelletier. Comment ça va, Oli? Ça va super bien, toi? Ça va bien. Comment ça va, Jake? Ça va très bien, toi? Ça va bien, les gars, parce que le hockey bat son plein. On a des séries absolument spectaculaires. Le premier tour est terminé. Le deuxième tour est déjà bien enclenché. Puis, honnêtement, je trouve ça le fun. T'sais, on a des belles confrontations. Il y a des grosses équipes qui sont tombées. Il y a des surprises. Il y a des équipes vraiment qui nous impressionnent. Faisons un petit retour en arrière, peut-être, sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Moi, j'ai été renversé, les gars, par les deux matchs numéro 7. Ouais. Commençons par les Stars, parce que ça s'est passé au préalable. Mikko Rantanen, 11 points en 3 matchs, Oli. Question de dire coucou au passage à Chris McFarland. Honnêtement, quel scénario cauchemardesque là, pour l'Avalanche Colorado. Et imagine l'émotion dans le vestiaire de l'Avalanche quand les gars sont rentrés dans le vestiaire après le match. Là, que tu te sois fait battre par un seul homme, puis ce gars-là, il y a quoi? 3-4 mois, il jouait au hockey avec toi, c'était un de tes coéquipiers. Ça a vraiment dû faire mal. Il est revenu hanter son équipe comme on pourrait même pas imaginer. Puis ça fait partie des performances historiques, je crois qu'on va se rappeler pendant longtemps dans les séries de la LNH. C'est sûr que ça marque l'imaginaire et ça vient un peu boucler la boucle sur une saison tellement rocambolesque de Mikko Rantanen. Ouais. Quand McFarland a profité de la transaction, pour vrai, j'avais pas tant de problèmes avec. Je me disais, ok, je comprends, t'arrives pas à t'entendre, tu veux pas négocier avec le petit bout du bâton, tu l'échanges à l'association de l'Est, peut-être que tu vas recroiser les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley, mais sinon, on parle de 2 rencontres par saison. Jamais qu'il avait anticipé un scénario où est-ce qu'il revient avec les Stars, tu l'affrontes en première ronde. Tu sais, ça a été des performances vraiment époustouflantes. À 2-0, qui pensait vraiment que les Stars allaient revenir de l'arrière? Pas moi, là. J'étais convaincu que l'Avalanche allait se sauver avec cette série-là, Jacob. Écoute, moi aussi, je pense que très tôt, on a vu cette série-là pencher du côté de l'Avalanche, puis on se disait avec les nombreux blessés du côté des Stars, puis l'alignement qui mettait face au Colorado, on pensait que c'était déjà fait, c'était dans la poche du côté de l'Avalanche, mais écoute, c'était vraiment surprenant comme série, puis de voir Rantanen comme ça, vous l'avez dit, c'est digne d'un scénario d'Hollywood, puis on va s'en rappeler longtemps, puis du côté de Colorado, ça va faire encore plus mal, cette élimination-là. On va se poser des questions au niveau de l'état-major tout l'été. Puis là, je sais que le poste de Bednar a été confirmé à 100% pour l'année prochaine, mais c'est certain qu'il va y avoir des questions pendant l'été. Ouais, puis McKinnon en a parlé après le match. Les gars étaient complètement dévastés. Il dit qu'il leur manquait leur meilleur attaquant. Je sais pas si c'était une flèche aussi peut-être envoyée à Mikko Rantanen, mais il leur manquait leur meilleur attaquant, leur meilleur défenseur. On n'a pas été capable de les battre. Je sais pas ce qu'on va faire. Puis là, c'est les déceptions qui s'accumulent année après année pour l'Avalanche. Depuis notre finale de la Coupe Stanley, je crois qu'on a seulement... depuis notre Coupe Stanley, on a seulement gagné une ronde des séries. Jared Bednar, il est rendu 0-4 dans les matchs numéro 7. McKinnon, je crois qu'il est rendu 0-5. L'organisation en tant que telle n'a pas gagné un match numéro 7. Il faudrait vérifier, là, mais en 7 ou 8 tentatives. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais en même temps, il faut que tu te dises aussi que tu affrontais les Stars de Dallas qui vont possiblement remporter la Coupe Stanley. Je crois qu'ils sont les favoris en ce moment, soit eux ou les Panthers. Ça aurait très bien pu être la finale de l'Ouest. C'est juste qu'avec le format qu'on a des séries en ce moment, ça a fait en sorte que les deux équipes se sont affrontées au premier tour. Exact. Et donc, je crois que c'est plus important de regarder la façon dont tu as perdu que vraiment le résultat final. Je suis d'accord avec toi. Parce que je pense que ce serait une grave erreur de la part de l'Avalanche de dire on a été éliminé au premier tour encore, faut repartir à zéro, faut congédier le coach, faut tout échanger nos joueurs. Ça reste que tu as une sacrée bonne équipe en place, puis tu as juste affronté une équipe qui est meilleure que toi. Ouais, je suis d'accord avec toi, honnêtement. Ça a été un affrontement de titans dès le départ. Puis oui, encore une fois, une élimination au premier tour, mais c'était vraiment l'affrontement le plus relevé. Puis malheureusement, on allait perdre une bonne formation d'un côté ou de l'autre. Puis c'est pas vrai que McFarland ou Jim Neal ou Bednar ou DeBoer devenaient pour autant des mauvais GM ou des mauvais entraîneurs-chefs. Fait que non, ça tu fais bien de le souligner. Cependant, lorsqu'on mentionne dans le point de presse au bilan de l'Avalanche qu'on ne regrette pas la situation Rantanen, là, laisse-moi en douter. Je pense que si on était au courant de toute cette situation-là, on aurait travaillé un peu plus fort avec Andy Scott pour essayer d'en venir à une entente. On aurait peut-être travaillé un peu plus longtemps. On a appuyé sur la gâchette quelque part en janvier. Puis finalement, ça nous a éclaté en plein visage. C'est pas la seule série qui a eu un revirement de situation à la toute fin. Les Blues contre les Jets. Moi, j'étais un peu gossé parce que moi, j'avais mis les Blues en 7. Moi aussi. Puis je pensais vraiment être à 2 secondes d'avoir raison. Mais écoute,
chapeau à Hellebuck, chapeau aux Jets. C'était pas parfait. On a trouvé une façon de gagner. Ouais, Cole Perfetti avec le gros but en fin de rencontre pour égaliser le match. La prolongation, j'avais l'impression que Bennington allait jamais pouvoir accorder un but. J'avais comme des flashbacks de la Coupe des 4 Nations. On dirait que ce gars-là, quand il est dans la zone, il accorde rien. Finalement, les Jets ont réussi à passer au travers. Puis Hellebuck n'a pas trop mal paru. On verra si c'est capable de lui donner un boost de confiance pour la suite des choses. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un gros poids qui vient d'être enlevé des épaules d'Hellebuck et des Jets en général, d'avoir passé à travers cette ronde-là. À quoi tu t'attends? Parce que là, les deux équipes s'affrontent, là. On aura droit à cet affrontement-là, un autre choc de titans entre les Jets et les Stars. Est-ce qu'on va voir le Connor Hellebuck qui va remporter le Vizina, qui est candidat au Trophée Hart, ou on va voir le Connor Hellebuck de la première ronde, hésitant, nerveux, qui a alloué plusieurs buts? Mais là, la bonne chose, c'est que la série commence à Winnipeg. On sait que une partie des problèmes d'Hellebuck, c'est beaucoup sur la route. Il y a vraiment une grosse différence entre son jeu sur la route et à la maison. Fait que ça va au moins pouvoir l'aider de repartir avec cette confiance-là, de jouer devant tes partisans. L'aréna à Winnipeg complètement survoltée, là. Tu le sens que les partisans sont vraiment derrière l'équipe. Mais les Stars de Dallas, c'est tellement une machine de hockey qui est puissante, qui est complète. On sait pas, peut-être qu'Iskanen et Robertson vont faire leur retour au jeu à un moment donné dans la série. Ben, ça a été avancé un peu que les deux, là, ils devraient peut-être revenir, pas le match numéro 1, là, mais éventuellement. Pour moi, les Stars de Dallas sont tout simplement trop complets, trop puissants. Ils sont à peu près imbattables en ce moment de ce que je vois des Stars. Ouais, si tu avais un petit $2 à mettre là, sur ubet.io, là où d'ailleurs vous pouvez vous inscrire avec le code RADAR et recevoir un dépôt, $100 sur votre premier dépôt, ubet.io. Tu irais de quel côté, toi, Jacob? Tu y vas-tu avec les Stars ou tu y vas avec les Jets de Winnipeg? Écoute, je pense que tu n'as pas le choix d'y aller du côté des Stars. Oli l'a mentionné, c'est tellement une équipe qui a une belle profondeur, qui est complète. Puis du côté des Jets, on a encore le point d'interrogation Connor Hellebuck. Moi, c'est simple dans ma tête. Si les Jets veulent passer à travers les Stars, ils ont besoin du Connor Hellebuck de saison régulière. Sinon, je donne pas cher de leur peau. Là. Ouais, puis tu sais, on parlait de blessures du côté des Stars de Dallas, mais tu as Josh Morrissey, tu as Mark Scheifele de l'autre côté. On a tellement surtaxé. Des gars comme Neil Pionk a joué un match extraordinaire dans le match numéro 7. Même un gars comme Luke Shen, là, qui honnêtement... À son âge, quoi. Commence à être vieux, là, Luke Shen. 35 ans. A réussi à tirer son bout. Puis finalement, les Blues de Saint-Louis, une belle histoire. Mais malheureusement, on se rend pas jusqu'au bout. Est-ce qu'on regrette, tu penses, du côté... On peut revenir un petit peu un instant sur l'Avalanche, mais tu sais, on a fait de grosses acquisitions. Ce sont des équipes qui se sont armées. On pense à Ryan Lindgren, à Brock Nelson. Du côté des Blues, on a essayé d'y aller pour les coups de circuit avec les offres hostiles. T'sais. Est-ce que les directeurs généraux qui réussissent ou qui échouent au premier tour, ça remet en question certaines décisions qui sont prises un peu plus tôt dans la saison? L'Avalanche a donné beaucoup, hein, parce que là, ils n'ont pas de choix dans les 3 premières rondes cette année, mais aussi l'an prochain. On a échangé notre meilleur espoir, Richie. On a beaucoup donné. La bonne nouvelle, c'est que, bon, là, tu as Brock Nelson qui est agent libre cet été, et tu as aussi Lindgren. Mais à part ça, tu vas quand même conserver une bonne partie de ton noyau. Pour moi, tant que tu as McKinnon, Makar, puis assez de bons joueurs autour, c'est correct. Tu as été très agressif. Charlie Cole va être de retour l'an prochain. Tu as des gars comme Nishushkin qui ont manqué une bonne partie de l'année qui vont être là. C'est pas comme si l'Avalanche vont disparaître de la map et qui doivent absolument être super agressifs. On entend beaucoup, bon, c'est sûr Sidney Crosby, tout ça, mais l'Avalanche n'a pas besoin nécessairement de tenter un immense coup de circuit pour rester compétitif. C'est une des meilleures équipes de la Ligue. Puis, c'est normal. Il y a des années, rappelle-toi les Panthers, il y a quelques années, à la date limite, avaient été super agressifs. T'es allé chercher Claude Giroux, il était allé chercher Ben Sherratt. Ça n'avait pas marché. L'équipe est quand même restée très compétitive par la suite. C'est juste que des fois, il y a des coups que tu vas réussir, que tu vas pas réussir. L'équipe a pratiquement rien fait à la date limite la saison suivante. Exact. A fait les séries par la peau des dents. Ouais. Et finalement, ils se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Exactement. Avant de la gagner l'année suivante. Fait que des fois, c'est là où est-ce que je trouve que le trophée de Jim Gregory, là, remis au directeur général de l'année, c'est souvent le coup spectaculaire qu'on retient. Puis souvent, le soir de la date limite des transactions, on analyse les gagnants et les perdants. Puis là, on fait « Wow, OK, ben là, l'acquisition de Brock Nelson, vraiment, c'est Scott Laughton ou Brendan Carlo. » Tu vas chercher comme les gros noms. Mais parfois, c'est la petite transaction qui peut faire la différence. Je regarde du côté des Oilers d'Edmonton, qui ont réussi à battre Vegas assez facilement. Ça peut être des acquisitions comme Trent Frederick,
qui peut venir faire la différence. C'est pas obligé d'être toujours le joueur le plus spectaculaire, parce qu'honnêtement, Jacob, les Oilers hier contre les Golden Knights, 12-1 les lancers en deuxième période, et on a établi un nouveau record de la Ligue nationale de hockey. Pour le 5e match de suite, on revient de l'arrière pour gagner un match éliminatoire. Écoute, ils sont assez impressionnants cette année, les Oilers. Puis tu l'as dit, c'est des gars de soutien qui... C'est ce qui a manqué dans les dernières années du côté des Oilers en série. C'est des gars de soutien qui sont capables de faire le travail puis d'enfiler l'aiguille. Puis en ce moment, on dirait que toutes les acquisitions qu'ils sont allés faire, il y a un gars comme Yann Mark aussi qui donne des excellents services cette année en série aux Oilers. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Puis ça l'a tourbillonné en deuxième période dans la zone de Vegas. Ça avait aucun bon sens. Les Oilers sont en mission cette année. Puis le changement de gardien qui a fait extrêmement du bien à cette formation-là. J'ai vraiment hâte de voir où ils peuvent se rendre. S'il y a bien une équipe canadienne pour moi qui peut se rendre le plus loin dans cette année, dans cette édition des séries éliminatoires, c'est bien les Oilers. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça, c'est intéressant. On y reviendra un peu plus tard sur ce commentaire-là parce que je pense qu'il y a 2 autres équipes qui aimeraient ramener leur candidature dans le derby. Mais OK, je garde ça en tête pour un peu plus tard, Jacob. Je veux t'entendre sur les Oilers. Oli, es-tu surpris de voir cette formation-là qui réussit sans Mathias Ekholm? Ouais. À être capable de neutraliser, à revenir de l'arrière. On donne 2 buts rapides aux Golden Knights. On ne semble pas paniquer. Calvin Pickard est le seul gardien de but depuis le début des séries à ne pas avoir subi la défaite. Puis oui, McDavid, oui, Draisaitl, oui, Bouchard. Les 3 ont des points encore hier. Les 3 jouent bien. Mais on sent que c'est un effort plus collectif quand même. Ben, c'est ça. C'est la grosse différence pour les Oilers cette année, c'est la profondeur. T'as un gars comme Connor Brown qui connaît vraiment des super séries. Mais, hein? T'as le retour au jeu, évidemment, de John Klingberg qui fait une bonne différence aussi pour cette équipe-là. Le gros but, Evander Kane, tu parles de retour au jeu, Evander Kane. Exactement. Les Oilers sont plus complets que dans les dernières années, plus de profondeur. Ça reste que sur une série 4-7, quand t'affrontes une autre équipe comme les Golden Knights, je sais pas si rendu au match 5, 6, 7, ça va être assez, parce qu'on s'entend que c'est assez miraculeux quand tu es capable d'aller chercher la production de gars comme Frederick, Brown, etc. Mais quand tu as des gars comme McDavid, Draisaitl qui sont capables de changer l'allure d'un match sur une période, c'est ce que Rantanen a fait la semaine passée. McDavid et Draisaitl sont capables de le faire 3 fois par semaine là, quand ça leur tente. T'as raison, c'est vrai. En même temps, Alex Pietrangelo était malade hier. Est-ce qu'on aura droit à un autre scénario lorsque Vegas pourra compter sur son défenseur numéro 1? Ah, puis ça, c'est sûr. Moi, au final, j'ai Vegas en 6, je crois, dans cette série-là. Pour moi, c'est une équipe qui est tellement plus complète, plus de profondeur. Mais ça reste que les Oilers, c'est une équipe qui ont quand même démontré dans les dernières années qu'ils lâchent jamais. Ils abandonnent jamais. Même l'an passé, en finale de la Coupe Stanley, tu perds 3-0. Tu reviens de l'arrière. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de caractère. Faut leur donner ça au moins. Ouais, puis tu regardes les buts en 3e période cette année en séries éliminatoires, 17-6 en faveur des Oilers d'Edmonton. Ça te démontre quand même que c'est une équipe qui est capable de, sans paniquer, revenir de l'arrière et contre quand même pas une équipe qui est piquée des verres. Vegas, lorsqu'ils mènent après 2, ils avaient 19 victoires consécutives. Et hier, ils ont subi la défaite grâce à un lancer de Zach Hyman. Il reste à peu près 3 minutes à faire à la rencontre. Et ça a permis aux Oilers de se sauver avec ça. À l'étranger, j'ai bien hâte de voir comment on va réagir dans le match numéro 2. C'est pas le seul match qui avait lieu hier. Un peu plus somnifère, honnêtement, l'autre. Pour vrai, moi, à la maison, j'avais autant le Rocket de Laval que le match entre les Capitals et les Hurricanes. On a lancé beaucoup là, du côté des Hurricanes. Là, les lancers étaient là. On termine le match 94 contre 34, les lancers tentés. On a limité les Capitals de Washington à une poignée de tirs seulement. Mais en contrepartie, je trouve pas que Logan Thompson a eu à se surpasser pour gagner, pour maintenir son équipe dans le match. C'était beaucoup de chance, mais peu de qualité. Est-ce que je suis seul à avoir pensé ça? Ouais, je suis d'accord. Puis, du côté des Capitals, Spencer Carber était pas super content après le match. Pas la meilleure performance de leur part. T'sais, on avait vu une équipe des Capitals contre le Canadien qui avait faim, qui était affamé, qui était vraiment plus physique. C'était peut-être un peu moins le cas hier. Surtout, c'est un avantage, c'est une confrontation face aux Hurricanes, je crois, qui peut être avantageuse du côté des Capitals. Les Hurricanes, c'est pas une équipe qui est très physique, c'est pas une équipe qui est très hargneuse, que ces attaquants-là qui sont capables de brasser de l'autre côté. Donc, si jamais les Capitals veulent avoir une chance de revenir dans cette série-là, va falloir qu'ils s'inspirent beaucoup plus de ce style de jeu-là. Parce que ça reste que les Hurricanes, c'est pas une super puissance, là, tu l'as dit. C'est pas une super puissance,
mais c'est une équipe beaucoup plus profonde que Montréal. Oui, ça, Et moi, c'est ça. c'est la raison pour laquelle j'ai favorisé les Hurricanes dans cette série-là. Je trouve qu'on sous-estime le fait que tu as des AO, des Jarvis, que tu sais, t'as des joueurs quand même qui vont pas nécessairement évoluer tous ensemble sur la première unité, mais que tu peux avoir 3 trios qui vont te générer de l'attaque. Stankoven est un bon exemple hier. C'est lui qui permet à son équipe de provoquer la prolongation. Les Hurricanes ont cet attrait-là que le Canadien n'avait pas. Les Caps, une fois que tu neutralises Suzuki, Caulfield et Slavkovski, tu étais en mesure de te donner une bonne chance de marquer. Tandis qu'hier, ça n'a été pas le cas. Mais moi, pour vrai, je m'attendais à ce que ce match-là se conclue en 3e période de prolongation, là, de la manière que ça se déroulait. Là. Finalement, ça s'est réglé assez tôt en première période de prolongation. Mais j'ai hâte de voir. D'après moi, ça va être une série qu'on va pouvoir travailler au pic par appel pour avoir des buts. Je pense pas que ça va être de festival offensif. Là. Non, ça c'est sûr. Puis c'est des équipes qui... T'as pas nécessairement de joueurs vedettes. Là. C'est vraiment des équipes, comme t'as dit, t'as de la profondeur, comme peu d'équipes en ont dans la Ligue nationale, mais t'as pas ces super vedettes-là qui sont capables de tirer, d'avoir des périodes de 3-4 points comme on a vu. T'sais, Ovechkin, oui, il est capable de marquer encore, mais on s'entend dans la série contre le Canadien, c'était pas le joueur le plus mobile sur la patinoire, disons. Non. Mais encore, hier, c'était imposé physiquement. Ouais, et exactement. je pense qu'à un certain point, ça peut être une bonne chose qui en devient une moins bonne. T'sais, on l'a vu, là, Ovechkin, dès le début du match, je pense que c'est Jarvis qui renverse. Puis on a vu Wilson qui étampe Chatfield. Il y a à peine quelques minutes de jouer, puis les deux se signalent avec des coups d'épaule. Mais tu sais, quand Tom Wilson prend le protecteur buccal à Sébastien Aho puis il lance au sol, tu sais, quand on embarque dans ce genre de jeu-là, tu peux, toi, en tant qu'équipe, toi-même te distraire et oublier de jouer au hockey. Est-ce que ça peut pas devenir un piège pour les Capitals? Ben, je pense que c'est ce qui est arrivé dans le match numéro 3. En fait, Capitals-Canadiens, on s'est un peu sorti de notre match, puis c'est un enjeu qui peut devenir assez important pour cette équipe-là. Puis surtout quand tu as un leader comme Ovechkin qui pas se dénature parce qu'il a toujours été ultra physique, mais qui s'appuie sur cet aspect-là de son jeu pour rester important dans cette série-là et tout. Je pense que tout le monde va vouloir aller dans cette direction-là. Puis c'est peut-être dangereux justement de sortir de sa game. Surtout contre un club qui a énormément de profondeur du côté de la Caroline, avec 3 lignes super offensives, qui sont capables de te faire mal n'importe quand. Écoute, va falloir rester concentré dans cette série-là. Puis hier, tu parlais, là, il y avait beaucoup de tirs, mais peu de chances de marquer de qualité du côté de la Caroline. C'était un match en périphérie, je trouvais, hier. Puis du côté des Caps, on n'avait pas envie d'avoir la rondelle, tout simplement. Puis on pourra pas faire ça face à une équipe qui a autant de profondeur. Face aux Canadiens, peut-être qu'on peut avoir des petits moments de ralentissement, mais contre une équipe à fond de train comme ça, on pourra pas survivre là, du côté des Caps. J'ai hâte de voir comment ils vont rebondir dans le match numéro 2. Il nous reste une série à traiter et c'est pas non la moindre. Écoute, c'est une série qui a été marquée par un coup de Sam Bennett à l'endroit d'Anthony Stolarz, qui honnêtement, je pense, a été beaucoup trop amplifié par les médias de Toronto. Bennett joue sur la ligne. Bennett, c'est intentionnel. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais est-ce que c'est salaud? Donnez-moi 2 minutes, là. Il fait exprès de l'accrocher. Est-ce qu'il voulait lui donner un coup? Est-ce qu'il voulait lui faire mal? Non. C'est un gars qui est dans le feu de l'action. Ah, tu sais, je passe par là. Bon, peut-être je vais juste extensionner un petit peu mon bras un peu plus pour être sûr de le toucher. Mais là, arrêtez de crier à la suspension. Ben oui, là. Mais ça, c'est le classique Toronto avec les médias qui sont hyper puissants, les partisans qui sont chialeux, quand le train embarque à fond. Puis en plus, c'est Sam Bennett, évidemment, qu'on s'entend que c'est pas le gars le plus avec le dossier le plus vierge. Mais il est là le problème, Oli. C'est qu'à un moment donné, je me demandais, puis j'ai posé la question hier à Renaud, puis il me disait que tu peux pas faire ça. Mais c'est que le département de la sécurité des joueurs, tu disais à un moment donné, est-ce que l'accumulation rentre en ligne de compte? Quand t'as Genzel qui se fait étamper par Ketchuk alors que ça fait plusieurs secondes qu'il n'a pas la rondelle, t'as Ekblad qui se venge sur Eagle avec un coup d'avant-bras vraiment salaud, et que t'as Mikola qui s'en va s'en donner à cœur joie sur un adversaire qui est à genoux face contre la bande, t'arrives à un point de te dire, est-ce qu'on peut venir s'interposer pour accumulation? Puis Renaud sur me disait, une équipe ou sur un joueur? Sur une équipe. Sur une équipe. Puis Renaud me disait, ben non, tu peux pas faire ça. Puis avec raison, c'est plus aux officiels de mettre leur culotte dans le match pour être comprendre de gérer la situation. Puis c'est normal, puis je suis d'accord là, qu'on peut pas commencer à « Ouais, mais l'autre a fait ça, fait que toi, tu vas être suspendu. » Ça peut pas fonctionner comme ça. Mais si t'es les Maple Leafs de Toronto, par contre, t'as la mémoire longue ce soir. Et d'après moi, tu t'en vas passer une petite visite à Bennett. Là. Ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, je pense que tu peux le faire sur un joueur, de dire, il y a un joueur qui est salaud, ça fait plusieurs coups salauds qu'il donne.
On va être plus strict sur la prochaine suspension. On l'a vu par exemple Ryan Hartman cette année. Ouais. Il s'est fait donner un 10 matchs dans une circonstance que d'autres gars n'auraient pas eu 10 matchs. On peut retourner il y a plusieurs années à des gars comme Matt Cook, Rafi Torres qui étaient super dangereux. Principe du récidivisme. Exactement, mais sur une équipe, c'est plus difficile. Mais c'est sûr que du côté des Maple Leafs, t'as des Tanev, des Domi qui vont essayer de déranger un petit peu plus les Panthers parce que je pense aussi que on n'était pas habitué au rythme d'une série comme ça. La série contre les Sénateurs, oui, c'était la bataille de l'Ontario. Oui, c'était une série qui était intense, mais c'était pas nécessairement une série qui était vicieuse, qui était très, très physique ou quoi que ce soit. Alors que les Panthers sortaient d'une espèce de combat de gladiateurs avec le Lightning. Fait qu'il y a cet ajustement-là à faire. Mais je suis sûr qu'un gars comme Craig Berube, il sait comment parler à ses joueurs dans ce genre de circonstances-là. Lui-même, c'est un ancien batailleur. Il va pas les laisser se faire piler ses orteils. Mais attends, t'as dit il y a un certain ajustement à faire. En même temps, t'as gagné. Pourquoi embarquer dans le jeu des Panthers de la Floride alors que présentement, t'as une recette qui a fonctionné? William Nylander a été chercher des buts parce qu'on a appliqué de l'échec avant. Max Pacioretty a sorti les épaules. On joue de façon robuste, mais on n'est pas embarqué dans le cirque des Panthers de la Floride. Est-ce qu'on a vraiment intérêt du côté de Toronto, Jacob, à embarquer là-dedans puis à essayer de brasser Bennett? C'est peut-être ça qu'on veut faire du côté des Panthers. T'attirer dans ce jeu-là parce qu'on est maître là-dedans. Je comprends ton point de ne pas vouloir rentrer dans ce jeu-là puis de perdre la série, qu'elle te glisse entre les mains quand tu as déjà remporté une rencontre. Mais je pense que tu n'as pas le choix de te faire respecter quand même. Tu as potentiellement perdu ton gardien numéro 1 sur une séquence comme ça. Ouais. Quand tu regardes l'ancienne série qui a été un bain de sang, vous l'avez dit auparavant, tu n'as pas le choix de te faire respecter parce que tu vas perdre de tes meilleurs joueurs au final. Puis peut-être les Panthers vont pouvoir en profiter. Donc je pense que tu sors fort, tu te fais respecter très très rapidement, mais ton point il est très valable. Il faut que tu restes concentré. Du côté des Leafs, on est plus équipé qu'auparavant pour jouer ce genre de jeu-là. Mais au cash, on va perdre là, contre les Panthers. Donc, il va falloir se faire respecter très très rapidement, remettre les pendules à l'heure, mais ensuite, il ne faut pas embarquer dans ce jeu-là parce qu'on va perdre. Ouais, il y a quand même. C'est un équilibre, tu l'as dit, Jacob, entre respecter notre game, mais quand même être capable de se défendre. Parce que les Panthers, si on n'est pas capable de répondre, si on n'est pas capable de au moins leur dire hey, calmez-vous, là, ils vont continuer. Ils vont s'en donner à cœur joie. Exactement. Là. Les marchands, les Ketchuk, les Bennett de ce monde, là, eux, ils vont le faire jusqu'à temps que. Tant qu'ils sont pas arrêtés. Alors, il faut que tu fasses ça au moins un minimum. Mais écoute, les Leafs d'avoir gagné ce match-là, surtout avec le changement de gardien, Stolarz, on verra ce qui se passe avec lui, mais tu sais, Joseph Woll a quand même bien fait dans son remplacement. C'est un gars qui a un peu d'expérience en série. T'es en bonne position, là. T'as gagné ton premier match à la maison contre quand même toute une équipe, les Panthers. Je me plaindrais pas si j'étais les Leafs, ça c'est certain. Non, c'est sûr, puis en même temps, c'est pas que Joseph Woll est pas bon, c'est que Joseph Woll est pas capable de rester en santé. Ouais, exact. S'il est en santé, il est capable de faire le travail pour Toronto. Je pense qu'on est quand même confortable. Et vous n'avez parlé de la robustesse. Tu sais, quand tu vas mettre Craig Berube par rapport à Sheldon Keefe, je pense que tu as un entraîneur-chef qui est plus en contrôle, qui est meilleur aussi pour motiver ses joueurs à appliquer ce genre de jeu-là, cette structure-là. Et tu as un Brad Treliving qui, contrairement aux années précédentes à Toronto, où est-ce qu'on misait plus sur des acquisitions comme Cali Yankrok, ben là, c'est pas mal plus des Brendan Carlo, puis des Chris Tanev, puis des Lawton, puis des joueurs qui ont un certain aspect rugueux à leur game. T'sais. Carlo, c'est pas celui qui drop tout le monde, mais ça reste un gros bonhomme qui est capable de déblayer le devant du filet. Fait que ça peut, on est mieux outillé du côté de Toronto pour faire face aux Panthers de la Floride. Mais Paul Murray, c'est un vieux renard, puis cette série-là est loin d'être terminée. Là. D'un côté comme de l'autre, là, je pense qu'on va avoir droit à des matchs serrés. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ce soir sur la patinoire. Ouais. T'as oublié de mentionner aussi Max Pacioretty, évidemment, qu'on connaît à Montréal pour... échec avant redoutable. Mais il faut lui donner. Il faut lui donner. Il a été très bon, Max Pacioretty. Dans son rôle, il est bon. Ouais. Mais on dirait que c'est un peu le syndrome Phil Kessel à Toronto il y a quelques années. Si le centre de l'attention est dirigé vers Pacioretty, un joueur à Montréal qui, je vais rester dans l'enclave, faites-moi des passes, là, un peu plus de maturité, dans un rôle diminué, excelle. Ouais. Kessel, lorsqu'il est débarqué à Pittsburgh, alors que toute l'attention était sur Crosby-Malkin, s'en est donné à cœur joie avec Bonino et Hagelin. Ben, Pacioretty, il n'a pas cette pression-là d'être le go-to guy. Il n'a pas la pression d'être celui qui, on a besoin d'un gros but en fin de match, il va le marquer. Résultat,
C'est exactement ce qu'il a fait contre les sénateurs d'Ottawa l'autre jour. Exactement, le but Fait- victorieux. Ouais. Fait que c'est là où ce que je me dis, Pacioretty, je pense que ça peut être intéressant. Et en plus, il a acheté le style. Des 2 buts de Nylander, là, Pacioretty, c'est 2 grosses mises en échec, dont une sur Barkov. Fait qu'autant on peut aimer, là, parce que ça s'est plus ou moins bien terminé à Montréal, il faut quand même reconnaître qu'il joue du bon hockey avec les Maple Leafs depuis le début des séries. Ouais. Ouais, il a vraiment su se réinventer. C'est beau de, tu sais, dans un certain sens, de voir ça d'un vétéran qui change un peu son style de jeu puis qui excelle. Tu sais, tu l'as dit, il y a eu l'épisode à Montréal et tout, on peut ne pas l'aimer, mais c'est quand même beau de le voir puis il le fait pour une équipe canadienne. Donc au final, tant mieux. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Là, on parlait de l'impact d'un coach qui peut avoir sur une équipe, à quel point ça peut venir changer la culture, ça peut tourner le bateau de bord. Est-ce que ce sera le cas pour Mike Sullivan avec les Rangers de New York? C'est confirmé après avoir d'un commun accord quitté les Penguins de Pittsburgh. Et il est le nouvel entraîneur-chef des Rangers de New York. Elliot Friedman rapportait qu'il devient l'entraîneur-chef que le plus haut salaire pour une année complète. Mike Babcock avait eu quasiment 50 millions sur un contrat de 8 ans. Ouais. Qu'on n'en est pas là parce que Sullivan n'a pas signé une aussi longue C'est fou quand même entente. que ça, c'était il y a 12 ans, Mike Babcock? Ça fait une éternité, effectivement. Puis là, on est juste en train On se rattrape d'à tranquillement. côté ces montants-là. Exact. Là. Les Et- Leafs, ça... Et Mike Sullivan, avec un montant qui est donc supérieur à 6,25 millions, vient de hausser la barre pour Ouais. les autres entraîneurs-chefs. Mais en même temps, si t'es les Rangers de New York, c'est pas une virgule qui te dérange. Là. Fait que Non. tu payes l'entraîneur-chef que tu as besoin puis tu espères être capable de tourner le bateau de bord. Va-t-il être capable, dans un environnement dysfonctionnel, avec des joueurs qui, comme Calvin Daan a rapporté dernièrement, qui a été maltraité, va-t-il être capable de bien diriger les Panarin, les Zibanejad, les Kreider, les Miller, les Shesterkin? Va-t-il être capable de faire quelque chose avec les Rangers de New York? Et est-ce que les Rangers seront de retour en série l'année prochaine? Mais là, il n'y a pas le choix. T'es le coach le mieux payé de la ligue. Les attentes vont être vraiment élevées. C'est quand même un contrat de 5 ans aussi qu'on lui a donné. Fait que ça, c'est un beau signe de confiance de... Tu pourras pas le congédier après 2 ans comme tu as fait avec Peter Laviolette. Quoi Ouais. après ça, les Rangers, on pense n'est pas jamais que- surpris Je pense pas que ça avec me eux. dérange. Mais hey, juste pour relativiser, là, Mike Sullivan, 6,25 millions s'il devient le coach le mieux payé de la LNH. Le coordonnateur, on s'entend, un coordonnateur, c'est en dessous d'un entraîneur. Le mieux payé dans la NFL fait 6 millions de dollars. Ouais. Chip Kelly. Ouais. Fait que, tu sais, on est à des années-lumière encore de ce qui se passe dans les autres sports. Ah, puis là, tu regardes même pas l'NCA encore. Là. Exactement. Tu vois, l'NCA, Nick Saban, là, il Ouais. fait pas 200 000 par année. Là. Non, exactement. Fait que on est encore à des années-lumière, puis il y a des formations dans la LNH. Je suis sûr que le coach il est payé plus proche de 1 million que de 6 millions. Mais là, Mike Sullivan, écoute, on est allé à la chasse au gros lion là, du côté des Rangers. On a mis l'argent sur la table. Puis si Mike Sullivan est l'entraîneur qu'on prétend qu'il est, c'est-à-dire un des meilleurs de la Ligue nationale, quand même un gars aussi qui coachait l'équipe américaine aux 4 nations, il a pas le choix de revirer de bord puis d'être compétitif avec cette équipe-là. Après ça, il va falloir que tu apportes des changements à l'alignement aussi, parce que Peter Laviolette, c'est aussi un excellent coach. C'est un gars qui avait gagné partout où il est passé. À peu près dans tous les marchés, il avait eu du succès en série. Puis cette année, il n'a pas été capable de garder le bateau à bord. Puis Ouais, mais en beaucoup même de temps, crises à l'interne. c'est ça, tu sais, bonne chance. Là. Quand tu es un coach d'expérience, tu es supposé être capable de gérer ça. Ouais, quand mais en même temps, Oli, ton GM, Ça pétait de partout, là. ton GM dit à tout le monde, hey, by the way, Chris Kreider sur le bloc. Tout arrive après Ok. ça dans la chambre, puis il faut que tu viennes gérer ça. Mais d'abord, c'est pas Mike Sullivan qui va à lui seul sauver cette situation-là. Non, mais moi, je pense que ça a été un bouc émissaire. Hey, Oui. on a fait des gaffes. Ouais. Tu vas payer pour nos erreurs. Puis après ça, on repart à blanc. Puis là, maintenant, on fait attention à ce que nous, on fait. Puis en disant nous, je parle de James Dolan et de Chris Drury. Moi, je pense que c'est ça un peu qui est arrivé. D'attribuer je te dis pas qu'il n'y a pas de part du blâme, là, Peter Laviolette, on s'entend. Là. Lui aussi, il fait partie de l'équipe. Puis il aurait Ouais. probablement pu faire mieux. Je te dis juste que je vois pas quel entraîneur-chef aurait pu exceller dans une telle circonstance parce que Jacob Trouba est barouetté, ton capitaine, puis envoie l'autre, puis Capo, puis on parle jamais de Barclay Goodrow qui lui aussi s'est Ouais. fait forcer d'aller... Ben, c'était le premier domino, en fait. exact. tout ça, là. Fait que tu sais, je trouve que c'est facile un peu de critiquer les résultats de la Violette à travers tout ça. Ouais, puis tu sais, on fait rien comme les autres du côté des Rangers, puis on continue, on s'en va, on sort les gros sous, les gros dollars pour un entraîneur de qualité. Reste à voir si c'est le seul élément qui manquait pour revirer le bateau de bord. Mais
une chose est certaine, on a les éléments. Puis si Dehaene reprochait qu'il manquait de classe dans cette organisation-là, ben, je pense qu'on est allé chercher un entraîneur de classe qui, tout le long de sa carrière, moi, c'est le mot qui me vient en tête quand je pense à ses succès. Reste à voir si ça va retourner le bateau de bord. Puis il faudrait vraiment pas qu'il termine dans les bas-fonds avec l'histoire du premier choix puis des conditions de l'année prochaine. Eux qui pourraient, tu sais, perdre leur choix de l'année prochaine. Exact. Ouais, ça serait une catastrophe, effectivement. Ouais, l'année d'un Gavin McKenna. tu perds la loterie, mais on s'entend que les Rangers sont pas à un coach de redevenir une équipe compétente. Non. Les problèmes sont plus profonds que ça. Non, on s'entend. Ça prend autre chose, mais c'est un pas, je pense, dans la bonne direction. Tant qu'à prendre un entraîneur-chef, aussi bien d'en prendre un bon. Les gars, je vous nomme les équipes. Vous me dites si l'année prochaine, ils font les séries. Toronto. Oui. Ottawa. Probablement, mais je pense qu'il n'y a rien de garanti. Ouais, probablement. Mais je miserais pas tout Moins ce sûr que j'ai. Toronto. Ouais, Ouais. disons. T'aimes pas. Ouais. Oui, mais oui. Oui, mais je pense tranquillement, on se rapproche là, de... Ouais. Le tricycle, là, il est sur le bord de passer de l'autre bord de la Je suis montagne. d'accord, mais ça reste que quand t'es une équipe avec Vasilevski, Edman, Pointe. Kucherov, Cirelli, Eagle. Et je rajouterais à ça le soleil, les impôts, Ouais. John Cooper. John Cooper. Mais Julien Brisebois. Mais je continue et je persiste et signe. Éventuellement, si on continue ce modèle-là d'échanger des choix à outrance, Ça va te rattraper un ça jour, va c'est sûr. finir par te Ouais, ça, rattraper. c'est sûr. Peut-être pas l'année prochaine, mais tranquillement, ça pourrait arriver. Les Panthers de la Floride. Oui. Oui. Les Capitals de Washington. Oui. Le Canadien de Montréal. Pas sûr. Moins de Les- chance que les Sens, mettons. Les Hurricanes de la Caroline. Oui. Les Ouais. Devils de New Jersey. Oui. Les Rangers de New York. Il faut. Il reste plus grand place, là. Là, je vous ai Non. nommé 9 clubs. Et là, j'ai volontairement exclu tous les autres qui n'ont pas fait les séries. T'as encore les Red Wings qui vont tout faire pour y parvenir. T'as les Bruins qui vont vouloir revenir, mais ça, j'en doute. Les Sabres vont finir par un jour essayer de faire quelque chose. Ouais. Les Blue Jackets de l'autre côté ont passé proche, mais je m'attends pas à ce qu'on fasse les séries. Les Islanders de New York, on y reviendra, mais ont gagné la loterie. Il y a quand même, à travers ça, plusieurs formations qui tentent de s'accrocher. Ce sera pas facile l'année prochaine pour le Canadien de Montréal d'aller faire les éliminatoires. Là. Ah non, moi je suis vraiment pas convaincu que le Canadien va faire les séries l'an prochain. Ça a été quand même, on s'entend, très circonstanciel cette année. Ouais. On a été premièrement chanceux qu'on n'a pas eu de blessure. On a été chanceux, tu sais, à l'interne, tout le monde a connu la meilleure saison de sa carrière, à peu près. Puis à l'externe, tu as des formations justement comme les Rangers qui ont beaucoup moins bien joué. On a fait les séries à quoi? À 91 points du côté 91 du points. Canadien. Et Normalement, ça c'est s'est- plus 94, Ça s'est réglé au 95. dernier match de la saison. Là. Alors, pour moi, il n'y a vraiment rien de donné, à moins que tu vas chercher le deuxième centre, puis on parle de vraiment un deuxième centre élite. Il n'y a rien qui va garantir la place du Canadien en série l'an prochain. Mais je suis quand même enthousiaste. Oui. Parce que Progression progression naturelle. Suzuki, progression Caulfield, Slavkovski, petite progression, mais Off. on espère que ça soit surtout un jeu qui commence plus tôt, parce qu'encore une fois, il a commencé à jouer dans la deuxième moitié de saison. Deuxième saison, Lane Hudson, sera-t-il capable d'être aussi bon? Avantage numérique pendant la saison complète. Demidov, saison avec le Canadien de Montréal. Ouais. Il y a quand même des éléments intéressants. Sauf qu'il y a un piège à ce moment-là. Est-ce que le Canadien va y parvenir? Je pense que oui. Je pense qu'ils seront des éliminatoires l'année prochaine. Mais effectivement, on n'est pas encore rendu au statut des Panthers et des Maple Leafs que la saison commence puis il y a déjà un crochet à côté de leur nom. Là. Non, il n'y a rien d'assuré. Puis la bonne nouvelle, c'est que cette année, on a réussi à faire les séries parce qu'on a été bon contre les équipes de notre propre division. On pense notamment au balayage là, contre les Panthers en saison. Donc, c'est assez important d'être capable de vaincre ces équipes-là. Puis l'année prochaine, il n'y a rien de garanti. Mais si on continue à bien jouer contre nos adversaires directs, ben, on va se rendre loin. Je reviens en arrière parce que j'ai oublié de l'adresser. Tu as soulevé le point que selon toi, les Oilers d'Edmonton avaient les meilleures chances de gagner la Coupe Stanley au Canada. D'accord avec celle-là? Oli? Moi, j'ai les 3 équipes canadiennes qui se font éliminer dans cette ronde-là. Moi aussi. Écoute, c'est vraiment pas facile comme question. Parce que je vois pas aucune de ces équipes-là remporter la coupe. Mettons que tu penses... Si j'avais à en nommer une, là... Je te dis, là, je vois dans ma boule de cristal, ça va arriver. Ça arrive, là, je le vois, là. Ça va être laquelle? Parce qu'ils sont passés proches l'an passé.
En fait, moi, j'aurais deux choix. J'hésiterais entre les Maple Leafs et les Oilers. Mais parce que les Oilers sont passés si proches l'an passé, parce que t'as McDavid, Draisaitl, et parce que les Leafs, c'est des chokers depuis toujours, je vais y aller avec Edmonton. Est-ce que ça tient encore, cette réputation-là? Ben, ils ont failli la choquer contre Ottawa. Ouais, quand même gagné en 6. Ouais, mais à la fin, ils étaient stressés. Là, ça a pris quand même... ils ont gagné en 6. David Perron a marqué un but de derrière le filet pour créer l'égalité en fin de match. Sur les 4 victoires des Leafs, il y en a eu 2 en prolongation. Premier match de la série, ça avait été quand même assez serré. J'ai l'impression que si les Sénateurs étaient capables de gagner ce 6e match-là, puis que là, tu avais un 7e match, là, on aurait été pas trop loin de la catastrophe à Toronto. C'est vrai qu'il n'aurait pas fallu que ça se rende en 7. S'ils sont capables de battre les Panthers, ok. Là, je vais leur donner, mais on les a tellement vus année après année après année après année. Ce noyau-là, c'est des jokers. Puis tant qu'ils prouvent pas le contraire, je pense sur plusieurs rondes, on peut pas leur enlever cette réputation-là. Intéressant, très intéressant. On parlait d'entraîneur-chef avec Mike Sullivan, qui est un nouveau avec les Rangers de New York. Mais il y en a un qui va rester avec les Prédateurs de Nashville, Andrew Brunette, et conserve son poste. Là, ça a été confirmé par Barry Trotz. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à quelqu'un d'un peu orgueilleux qui refuse d'admettre qu'il s'est trompé? Ou on veut réellement donner une deuxième chance à quelqu'un qui a quand même du talent? T'sais, Andrew Brunette, c'est pas un tout nu non plus. Là. Non, il avait fait de la super bonne job quand il avait remplacé Joel Kenville avec les Panthers il y a quelques années. Exact. Sa première saison à Nashville, ça s'est bien passé. Mais ouais, je pense que tu as raison. Barry Trotz, c'est un des pires DG de la Ligue en ce moment. Là. Peut-être même le pire. Le pire. Je pense que pour l'instant, il y a beaucoup de transactions qui ont été discutables, des décisions discutables. Il reste à voir. Je pense que c'est 50-50. Il y a des raisons quand même d'avoir un vote de confiance envers Andrew Brunette. Mais je pense qu'il y a aussi un certain côté orgueilleux. Là. C'est un bon point que tu soulèves. Puis on verra s'il coule avec Andrew Brunette aussi. J'ai vraiment hâte de voir honnêtement qu'est-ce qu'on va faire avec les Prédateurs. Parce qu'on s'est attaché les mains sur le long terme. Ouais. On a vu une volonté de Trotz à travers ses transactions. On a vu Bunting, on a vu Carrier, on a essayé de remodeler un peu cette formation-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve durant la saison morte. Et dans les dernières années, ça s'est pas matérialisé, mais à chaque repêchage, on entendait par la suite Barry Trotz a tenté un grand coup. On le sait que c'est un DG qui est agressif. Souvenez-vous, le Canadien en 2023, lorsqu'ils ont repêché David Reinbacher. On avait proposé aux Canadiens Yaroslav Askarov plus le choix 14, si ma mémoire est bonne, qui est devenu Matthew Wood, pour aller chercher justement le 5e choix au total du Canadien. Trotz ne restera pas assis sur ses mains. Moi, je m'attends à d'autres feux d'artifice. Mais d'un fois, un bon directeur général, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Mais j'ai l'impression que Barry Trotz, son tempérament de coach, c'est de toujours prendre les choses en main, toujours de tenter quelque chose. Puis d'un fois, directeur général, faut juste que tu laisses les choses aller un peu. Ouais. Est-il capable de faire ça? Puis on l'avait vu l'an passé, justement, le 1er juillet. Il a été hyper agressif en signant Stamkos, en signant Marchessault, en signant Brady Shea. Mais la réalité, c'est que dans la LNH, c'est pas comme ça que tu bâtis une équipe gagnante. C'est pas le 1er juillet que tu gagnes la Coupe Stanley. C'est le 1er juillet que tu ajoutes le dernier morceau du puzzle. Exactement. C'est pas là que tu vas aller chercher ton gros morceau du casse-tête. Alors que les Prédateurs avaient super bien terminé la saison dernière. Vraiment une bonne saison. On avait réussi à rentrer en série. C'est une équipe qui, lentement, on rebâtissait de quoi, quand même. Là, on a été trop agressif. On est pris avec des vétérans qui ont des mauvais contrats. Des rumeurs, quand même, avec Ryan O'Reilly, tout ça. Est-ce qu'il aurait pu être échangé à la date limite? Il aurait pu. Il y avait clairement de l'intérêt. Mais là, moi, je pense qu'il va essayer d'être agressif encore une fois parce que les Prédateurs ont 17 millions disponibles sur le plafond salarial l'an prochain avec 21 joueurs de signés. Fait que c'est une équipe qui a de la marge de manœuvre si elle veut faire de quoi. Tu sais, je lance ça, là. Mais si Barry Trotz, il se lève le matin du 1er juillet puis il se dit « Hey, je vais aller signer Mitch Marner », ça se pourrait. Ça me surprendrait pas qu'il décide de lui donner un gros montant d'argent pour essayer de faire un gros splash pour redonner un électrochoc à son équipe. Est-ce que ce serait la solution? Non. Encore une fois, de se tourner vers ça. Puis, tu sais, on parle de signature de joueur autonome, mais est-ce qu'il regrette la transaction Askarov? Est-ce qu'il a misé sur le bon cheval? Est-ce que, tu sais, Jussi Saros a connu une saison quand même difficile? Un excellent gardien. J'ai toujours adoré Saros. J'ai toujours trouvé que c'était un gardien de but qui était hyper sous-estimé. Mais une partie du problème cette saison à Nashville, c'était entre les deux poteaux. Là. Ouais, ça c'est sûr. Fait que j'ai hâte de voir si
on se met dans un mode plus long terme et qu'on regarde parce qu'on a des Zachary Lheureux, on regarde parce qu'on a des Joachim Kamel, on regarde parce qu'on a des jeunes joueurs qui s'en viennent dans l'organisation dans les prochaines saisons, peut-être qu'on aurait peut-être dû conserver les services d'Askarov et miser sur cette prochaine vague-là de joueurs et non sur la vague de joueurs actuelle. Mais là, il est trop tard. Ouais, t'es pris avec Sarah jusqu'en 2033. Là. Et tu t'es attaché les mains avec plein de joueurs. Ouais. Fait qu'il faut que tu continues dans cette voie-là, même si cette voie-là est peut-être un cul-de-sac au final. Il a perdu son emploi au cours des derniers jours. C'est pas le cas de Brunette, mais ça a été le cas de Rob Blake avec les Kings de Los Angeles. Puis, à première vue, mon premier réflexe a été de me dire, tu sais, dommage, parce que Blake a quand même fait un bon travail avec les Kings année après année, équipe respectable, équipe qui est capable d'aller chercher sa part de victoire en saison régulière. Mais en fouillant un peu plus, les gars, je suis tombé sur des trucs qui m'ont renversé. Vas-y. Depuis son embauche en 2017, les Kings n'ont jamais gagné une ronde en série. Bon, ça part mal. En partant, ça part mal. Voici quelques transactions marquantes du règne de Rob Blake. Changer Jonathan Quick. Pensais que C'est Jonathan encore Quick, un des meilleurs deuxièmes gardiens de la ligue en ce moment. un des meilleurs, assurément, Ouais. alors qu'on pensait qu'il était complètement fini. Grosse transaction pour Pierre-Luc Dubois, à gros prix, Ouais. qui a été un échec lamentable. Ben oui, Villardy, excellent joueur. Et Iafallo aussi avec... Tu bâtis avec ces jeunes-là, tu sacrifies tout ça pour Pierre-Luc Dubois. Cela dit, c'est très bien récupéré avec Darcy Kemper, qui est candidat au Vézina cette saison. Fait qu'il faut quand même lui donner. Dans les circonstances, j'aurais pas payé autant pour... Mettons, tu oublies Dubois, là. Villardy, Iafallo pour Kemper. Non, c'est ça. Ça reste plus une ou moins très de mauvaise sens. transaction. Mais tu sauves les meubles quand même. Ouais. Sean Durzi, t'es échangé pour un choix de deuxième tour avec le Mammoth de Utah. Ouais. Brock Faber, plus un premier choix pour Kevin Fiala. Rien pour enlever à Fiala. Fiala est un excellent attaquant. Mais Brock Faber, on a préféré Brent Clark. Et Faber, c'est pas que Clark est pas bon. Mais t'avais vraiment un avenir intéressant, un potentiel défenseur numéro 1 pendant 18 ans que tu sacrifies avec un premier choix. Et finalement, la signature de Carl Peterson, 3 ans, 5 millions, un gardien de but qui avait de l'expérience à peine dans la Ligue nationale de hockey, avait pas encore fait ses preuves, tu lui donnes ça. Et sur cette entente-là de 3 ans, Peterson a joué 15 matchs dans la Ligue nationale de hockey et 100 dans la Ligue américaine. Fait qu'à un moment donné, oui, t'as fait des bons coups, oui, t'as fait Dano, t'as fait Trevor Moore, t'as fait Arvidsson, parfait. Mais t'as quand même fait des erreurs, t'as jamais gagné en série. Est-ce que les Kings auraient dû battre les Oilers? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils se sont eux-mêmes battus dans cette série de première ronde. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut t'en venir à l'évidence que du côté des Kings, on a peut-être besoin d'un nouveau pilote comme directeur général. Et à ça, je vais ajouter rapidement, là, Alex Turcotte, 5e choix au total, une des pierres angulaires de ta reconstruction. Dans un énorme T'sais, repêchage. derrière Alex Turcotte, t'avais Moritz Seider, Dylan Cousins, Phil Broberg, Trevor Zegras, Matthew Boldy, Cole Caulfield. Mhm. T'as pris le pire de toute la gang. Là. Ouais. T'aurais pu prendre l'équipe du programme national américain, y aller au hasard, tu fermes les yeux lequel je prends, puis t'as pris le pire de tout. Exact. C'est ça qui est fascinant. C'est que ces gars-là jouent ensemble. Oui. Et pourtant, t'es allé avec Turcotte. Ouais. Et t'sais, on l'a vu dans les dernières années, un petit flash, peut-être que... Mais non, ça n'a jamais Turcotte, éclos. Byfield, c'était les deux pierres angulaires de ta réinitialisation plus. Ouais. Byfield, Mais Byfield s'en vient s'en au moins. vient. Ça, c'est une Est-ce bonne qu'il y avait nouvelle. des meilleurs joueurs derrière lui? Probablement, mais on peut pas dire pour le moment que c'est vraiment un mauvais choix. Mais Turcotte, c'est catastrophique. Mais c'est parce qu'à un moment donné, Kopitar, ça achève, là. Oui. Kopitar, c'est le draft à Price. Là. C'est 2005, ça fait 20 ans qu'il a été repêché, là. Mais c'est justement, je pense qu'on a été un peu aveuglés par les vétérans qui ont tiré ce club-là pendant tellement d'années qu'on pensait que Rob Blake faisait un bon travail, mais en rétrospective, quand tu regardes ça froidement, il y a vraiment des transactions qui ont été discutables, il y a des signatures de contrats discutables. Peterson, ça c'est un gros cas majeur là, quand même. Là. Ouais. Ça a été brossé sous le tapis assez rapidement, mais quand tu regardes son nombre de matchs qu'il a joué dans la Ligue américaine... Ouais, parce pendant qu'on ce s'est contrat-là, arrangé là. pour le... On s'est débarrassé de ce contrat-là. Ouais. À un moment donné, on en est venu à l'évidence, puis Ouais. on l'a échangé, mais ça reste qu'à la base, c'est sa signature de contrat, et on s'attendait à ce que Carl Peterson devienne un gardien de but fiable là, pour l'organisation, ce qui n'a pas été le cas du tout. Là. Non, c'est absolument pas. C'est un échec sur toute la ligne. Puis quand tu creuses, justement, tu as fait un bon bilan là, de son règne à la barre des Kings. Puis il y a vraiment beaucoup d'échecs. Puis c'est triste, mais ça n'a pas fonctionné. Il a quand même mis un beau produit sur la glace, il faut le dire. Il y a eu des bons choix au repêchage et tout, mais il y en a eu des mauvais.
Mais froidement, t'as pas été capable de gagner une première ronde. Ça fait longtemps. Là. Il a duré plus longtemps, je pense, qu'il aurait dû durer à la mort des Kings. Puis honnêtement, il doit être tanné de voir les Oilers d'Edmonton. Là. Lui et toute la base de partisans des Kings. C'est là où est-ce que moi, j'ai de la difficulté avec le format des séries. Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui aiment ça parce que ça donne des excellentes séries de premier tour puis des rivalités. Mais moi, j'étais vraiment content que le Canadien se classe dans la métropolitaine cette année. En étant l'équipe repêchée qui affrontait la tête, tu sais, ça fait changement. Ben oui. C'est le fun. Parce que sinon, tu te trouves à affronter les Maple Leafs. Pas que ça n'aurait pas été une bonne série, mais combien de fois dans les dernières années le Canadien a affronté Boston? Tu sais, quand dans notre jeunesse, peut-être... Ottawa. Ben Boston, c'était quasiment à chaque année. C'était tout le temps ça. En même temps, c'était le fun. Oui, c'est le fun. Puis je le sais que les gens aiment détester ces équipes-là. Puis ça amène... Mais c'est le fun aussi un peu de faire changement. Fait que c'était les Kings, puis ça fait 4 ans de suite que tu te fais montrer la porte par le même club. Ça doit être vraiment dérangeant. Je pense que c'est surtout d'avoir le monstre à deux têtes aussi dans ta face à chaque année. Ouais. McDavid, Draisaitl, c'est pas affronter n'importe quel club à chaque année. C'est des gars contre qui t'as presque jamais de réponse. Ils vont toujours être capables de te faire mal, peu importe comment tu te prépares. Exact. À un moment donné, t'as l'impression d'avoir tout fait, mais d'avoir rien fait au final. Puis en parlant de changement d'air, je pense que ça va être vraiment important cette fois-ci pour les Kings d'y aller avec un candidat de l'externe. Quelqu'un qui va apporter un renouveau, un regard différent sur l'organisation parce que Rob Blake, avant d'être le DG, lui avait été assistant à Dean Lombardi. Exact. Il était dans l'organisation, dans l'administration depuis 2013. Évidemment, avant ça, il avait aussi joué là en tant que joueur. Tu regardes le coach Jim Miller, c'est quelqu'un qu'on avait promu de l'interne, qui avait été un assistant à Todd McLennan. J'ai l'impression que c'est une franchise qui a besoin de quelqu'un de rafraîchissant, de nouveau, qui va arriver avec des nouvelles opinions, une nouvelle vision pour bâtir cette équipe-là, parce que ça reste que t'as quand même quelques bons jeunes morceaux. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on fait les séries depuis plusieurs années puis qu'on a autant de bons jeunes joueurs, là. C'est une équipe qui a des bons morceaux, mais je crois que t'as juste besoin de cette nouvelle énergie-là pour aider l'équipe à franchir le prochain mur, que ce soit les Oilers d'Edmonton ou n'importe qui d'autre, là. Mais t'as besoin de quelqu'un qui vient de l'externe. Pour moi, ce serait la priorité numéro 1. Prendre la situation sous un autre angle, tout simplement. Pas faire des changements hyper drastiques, mais regarder les choses avec une autre lentille. Ça veut donc dire que tu élimines de facto la candidature de Marc Bergevin. Oui. Parce que je le sais que Bergevin ne travaille plus pour les Kings, mais il a été là les années précédentes. Fait qu'au final, selon toi, c'est pas un candidat sérieux. Non, et quand je regarde l'équipe des Kings qui était sur la glace cette année, je me dis, l'influence de Bergevin, on la voit. Ouais. Et je sais pas si ça a été la bonne. T'sais, À quel niveau, tu veux dire ça? ben, par exemple, avec la défensive qu'on a bâtie, où on est allé re-signer Edmondson, Gavrikov. on a Gavrikov, on a des gars qui jouent vraiment dans un certain moule, et on a un gars comme Brent Clark, qui est supposé être un joyau, qui est supposé être un des meilleurs, un des défenseurs les plus prometteurs de la Ligue nationale, un gars qui est plus offensif, qui est plus doué, qui a plus de talent. Puis on le limite dans son rôle. Pas beaucoup de temps de glace, joue très peu en avantage numérique. Pour moi, ça sent le Bergevin tout cracher, la façon dont cette équipe-là, elle a été bâtie, surtout l'été passé. Donc non, Bergevin, écoute, après ça, on pourrait parler de Bergevin pendant des heures et des heures. Ouais. Là. Mais pas à Los Angeles. Peut-être dans un autre marché, peut-être dans une autre occasion. Même chez les Islanders, je crois pas que ce serait bon. Ben là, Parce c'est parce que c'est exactement le style de Bergevin, la façon dont tu l'as décrit. Je sais. Axé sur les vétérans, puis on fait juste confiance exactement. aux vieux. Alors que les Islanders, je pense pas que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'entamer une reconstruction. Fait que Bergevin serait pas leur homme. Mais je pense pas que c'est ce genre d'équipe-là qui a besoin. Mais tu sais, est-ce que Bergevin, son modèle est tout simplement rendu un peu dépassé pour... En fait, le modèle qu'on lui connaît, peut-être qu'il serait capable de s'adapter maintenant. Mais de voir les clubs portés par des vétérans, puis on l'a dit, c'est un renouveau qu'on a besoin du côté des Kings. Moi, quand j'entendais parler de Bergevin cette semaine autour de ce poste-là, je me disais non, c'est lui qui a moulé cette équipe-là. À quel point il y avait les mains dans la pâte et tout, on le sait pas. Mais moi, pour moi, c'est une équipe à la Bergevin. Donc, j'ai l'impression qu'il arriverait là, puis ferait « Ah, j'étais à 2-3 signatures d'être rendu compétitif. » Puis finalement, on va y aller. Même chose du côté des Islanders, malgré qu'on a des... Ouais, mais on a le premier choix et tout. On est coincé. On a une transaction pour Steve Ott, Andreas Martinson et Dwight King de rendre cette équipe-là compétitive. Sérieux, tu nommes le pire, là. Oui, Non, je fais des blagues. Non, il y a eu des bons coups. Tu sais, Marc Bergevin, je pense que on peut être sévère avec lui à Montréal. Ça s'est mal terminé. Et je pense qu'il a été aveuglé par la run de 2021. Il est un peu tombé dans le piège. Puis là, il s'est donné à cœur joie avec des Mike Hoffman ou des choses comme ça. Puis ça a mal fini. Puis ça a donné de lourds contrats aux Canadiens qui
ont fait mal. Heureusement, Kent Hughes a réussi à faire du ménage là-dedans et on est sur le point de s'en sortir avec une seule année à Carey Price puis des choses comme ça. Mais pour des échanges plus mineurs, que ce soit Nate Thompson ou que ce soit Marco Scandella, Philippe Danault, Dale Weiss, Thomas Jeff Fleischmann, Petrie, Brian Jeff Flynn. Petrie, non. Mais tu comprends qu'il y a des trucs comme ça qu'il était très bon pour aller tirer le maximum. Il devait vraiment être gossant. Là, Nate Thompson, je la donne en exemple parce que ça me fait un peu rire, mais c'est genre, il a donné un choix de 4 pour Thompson, mais il exigeait un choix de 5. Genre, au final, il a reculé de 20 rangs, puis il a quand même rendu de bons services. C'est une affaire comme ça, j'y vais de mémoire. Là. Mais pour ça, il est bon. Le problème, Marc Bergevin, c'est pas mal plus les coups de circuit. C'est quand il est allé pour Drouin, Sergachev, c'est des choses comme ça qui lui fait mal au final. Mais dans l'ensemble, je pense que son modèle, je pense pas qu'il est si mauvais que ça. Vous dites, le modèle vétéran, c'est pas une bonne idée. Regardez les dernières éditions des gagnants de la Coupe Stanley. Il n'y a pas une équipe qui a une moyenne d'âge de 21 ans. Là. Ça t'en prend quand même des joueurs qui ont du vécu, ça te prend des joueurs qui ont de l'expérience, mais je comprends que ça ne fait pas foi de tout. Surtout dans le cas de Brent Clark, c'est important de comprendre la situation que ce jeune-là, c'est l'avenir. Oui. Et si tu surutilises juste le même citron, à un moment donné, le citron, il n'y aura plus de jus, puis l'autre, il ne sera pas prêt parce que tu ne l'auras pas développé. Il est là le problème, à mon avis. Ouais, puis pour revenir un petit peu rapidement à Bergevin, ça reste qu'avec le Canadien, son modèle reposait à 95% sur Carey Price. Que lui, il se disait, ben regarde, j'ai pas besoin d'avoir nécessairement le club le plus talentueux sur la glace. J'ai le meilleur gardien au monde devant le filet. Il va m'emmener en série. Rendu là, il va gauler sur sa tête, puis on verra ce qui se passe. 100%. Alors qu'il aurait pu être beaucoup plus agressif avec les morceaux qu'il y avait en place, c'est-à-dire Price, Subban, Pacioretty. Il était probablement à un ou deux... Markov aussi. Il était à un ou deux gros échanges pour aller chercher des joueurs élites. Là. Peut-être que tu vas chercher un attaquant de premier trio, etc. Pour vraiment permettre à cette équipe-là d'aspirer aux grands honneurs. Mais je crois qu'il va se faire donner une deuxième chance parce que ça reste que tu as raison. Il le mérite. Il a fait du bon travail à Montréal. C'était une équipe, malgré un manque de talent, qui faisait les séries année après année, essentiellement. Ouais, puis tu sais, honnêtement, moi, c'est la chose que je lui reproche le plus dans son règne. Il est jamais allé. Et son plan était pas clair. En fonction de ce qui se passait, il changeait d'idée. Ouais. Tandis que Hughes et Gorton, c'est une évidence. Là. On a un plan, puis peu importe ce qui arrive, c'est ça qu'on fait, puis c'est par là qu'on s'en va. Bergevin, c'est comme, OK, t'as peu, là. Mais là, on aurait besoin d'être plus robuste. Bon, je vais ramasser Parros. Ouais. Là, on aurait besoin de... Je vais repêcher Michael McCarron. Genre, c'est un peu ça. Et le truc avec ce que tu as dit, qui est 100% vrai, t'avais le noyau. T'avais déjà ta base. Vas-y, présente-toi la plaque, soigne pour la clôture, tente quelque chose, échange un premier choix. Ouais. Marc Bergevin n'a jamais, sauf erreur, échangé un premier choix avec le Canadien de Montréal. On les a tous repêchés. Ouais, t'as raison. Fait qu'à mon avis, ça, c'est une erreur. Quand tu peux y aller, puis là, c'est drôle parce que je suis celui qui prône le plus les choix en nombre, parce que je pense que dans la vie, il faut que tu comprennes ta position. Le Canadien, dans 4 ans, c'est correct si on n'a pas de premier choix, parce que dans ma tête, dans 4 ans, on va avoir une chance de gagner la coupe. Ouais. Si tu veux avoir une chance de gagner la coupe, à un moment donné, il faut t'appuyer sur l'accélérateur. Mais si tu es là et tu espères juste que Price fasse des miracles, mais il est là le problème. À un moment donné, donne-lui des outils. C'est pas normal que Price termine sa carrière avec un seul joueur qui a fait points par match. C'est ça. Un seul. Puis c'était à sa saison recrue. En 84 points Kovalev. Si Price était recru, il avait 20 ans, 21 ans. Et malgré tout, Carey a amené cette équipe-là en 2014 en finale de l'Est jusqu'à Kreider et finalement en 2021 en finale de la Coupe Stanley. Avec des tirs-pas devant lui, en tout respect. Fait que c'est là où est-ce que Bergevin, je pense qu'il a appris. Je pense sincèrement qu'il y a une deuxième chance, ce serait mieux. Puis je ne sais pas s'il va vraiment aller avec les Islanders, mais il y a des grosses rumeurs à cet effet-là. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est certain qu'il mérite une deuxième chance. Puis t'as mis le doigt sur le bobo, je pense. C'est pas nécessairement le modèle de vétéran qui est le problème, c'est le fait d'avoir priorisé les vétérans tout le long de son règne à Montréal, puis de ne pas avoir su quand est-ce qu'il devait faire de la place à certains jeunes et tout, et l'inaction au niveau d'avoir fait des gros échanges, des gros mouvements qui allaient lui permettre de passer au prochain niveau. Puis tu l'as dit au niveau des choix de repêchage, je pense que c'est le pire, c'est de rien faire. C'est soit tu y vas au repêchage et tu repêches des gros morceaux qui vont t'aider, ou tu les échanges puis qui vont te servir. Tu peux pas garder des choix puis finalement les gaspiller au final. Ouais, parce qu'en plus, le bilan au repêchage était catastrophique. Catastrophique, c'est ça le problème. C'est qu'après ça, tu conservais les Jared Tenordi trop longtemps, les Nikita Sherbak.
Nathan Beaulieu, c'est pas lui qui l'avait repêché, puis il y avait quand même un certain T'as potentiel. eu Noah Jolson, t'as eu la blessure. Fait que tu sais, t'as eu quelques trucs. Sergachev, finalement, enfin, tu repêches bien, tu l'échanges. Là, tu te retournes vers Ryan Poehling. Enfin, on a notre gros joueur de centre. Kotkaniemi, c'est l'avenir. Ça, c'est vraiment à partir de 2019 et Caulfield que là, enfin, on a pu aller dans la bonne direction. Mais avant ça, ça a été une succession de mauvaises décisions. C'est dommage, mais c'est la réalité. On parlait des Islanders de New York. Il y a même des rumeurs qui... Ben, des rumeurs. C'est pas des rumeurs, là. Les Islanders ont approché le Canadien pour parler à Jeff Gorton et Jeff Molson a dit « Non, merci ». Puis ça, je trouve ça le fun de voir que les gens qui sont en place dans l'état-major du Canadien suscitent l'intérêt des autres équipes. C'est extrêmement positif. C'est flatteur, quand même. Pensez-y 2 secondes, là. Jeff Gorton en demande pour les Islanders et à peu près pour chaque poste qui rouvre. C'était les Blue Jackets l'an passé aussi, je pense. À chaque fois qu'il y a un poste qui rouvre, on veut lui parler. Martin Saint-Louis, nommé au Jack Adams. Pascal Vincent, entraîneur-chef de l'année dans la Ligue américaine. Il faut remonter à quand pour voir autant de projecteurs sur le personnel d'entraîneur et sur les dirigeants du Canadien de Montréal. Honnêtement, je me souviens pas de ça de mon vivant. Remonter à probablement Jacques Demers. C'est ça. Serge Savard, Pat Burns, c'est ça. Mais c'est fascinant quand tu y penses. Là. Ça démontre à quel point que le Canadien est en excellente position, pas seulement sur la glace, mais aussi à l'étage supérieur. Pour une fois, on fait quelque chose de bien. Ben oui. Parce que justement, je pense que ça faisait partie des enjeux avec Marc Bergevin. T'avais pas de structure hockey. Autant au niveau de ton plan en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on veut faire à court, moyen, long terme, que de structure de développement. On le voit avec l'importance d'un gars comme Adam Nicholas qui est sur la patinoire avec des gars quasiment à tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas un Adam Nicholas avant? T'as pas de plafond salarial sur tes dépenses, au personnel d'entraîneur, tout ça. Et quand je pense à Jeff Gorton, moi je me dis, ce gars-là, il a aucune chance qu'il quitte Montréal, au moins à court moyen terme, parce qu'à New York, il a pas pu compléter ce qu'il avait entamé. T'sais, c'était lui qui avait entamé la reconstruction. Il s'est fait mettre dehors à cause de Tom Wilson essentiellement. Puis à Montréal, ça reste qu'il y a une excellente job. Ils ont leur plan en place. Et t'as Kent Hughes que c'est lui un peu l'image publique. C'est lui que, dans les lignes ouvertes, c'est les gens qui vont chialer sur Kent Hughes. C'est lui qui est pris pour parler aux médias plusieurs fois par année. Personne chiale sur le travail de Jeff Gorton. Lui, il peut superviser tout ça. Puis il prend le téléphone aussi. Il ne faudrait pas croire des fois qu'il passe pas une coupe d'appel juste pour être... Les gros échanges, les grosses signatures, c'est sûr que Jeff Gorton a son mot à dire dans tout ça. Son mot à dire dans tout. Non, mais on a probablement même plus que Kent Hughes dans ces dossiers-là. Mon point, c'est juste, tu sais, mettons, Gorton, il y a une bonne relation, je sais pas, je dis n'importe quoi avec Sweeney. Là. Ouais. Ben, capable d'appeler Sweeney et de dire, hey, qu'est-ce qui se passe avec ton club? C'est ça. Je ne vais pas dire que c'est lui qui conclut la transaction. Tu sais, chacun a son rôle. Puis je veux pas dire que Kent Hughes est comme un pion, là, un token. Au contraire, au contraire. Ils ont chacun leur rôle, puis ils ont l'air de bien s'entendre à travers tout ça. Et ils sont extrêmement complémentaires. Ouais. C'est là où est-ce que c'est intéressant. Tu le vois que Kent Hughes, c'est un excellent négociateur, son passé d'agent, pour tout ce qui est contrat, puis la façon qu'il répond, puis la façon qu'il s'exprime dans les médias, ça se décèle qu'il est très bon quand il parle à ses homologues. Mais Gorton arrive avec une autre philosophie. Non, pour vrai, c'est un très bon duo. Ça fonctionne. On a l'air d'aller dans la bonne direction. Je vois pas pourquoi, honnêtement, Jeff Gorton accepterait un poste aujourd'hui ni demain pour aller ailleurs. Ça ne fait absolument aucun sens. En plus, on l'oublie, mais Montréal, ça reste un endroit hyper prestigieux. Là. Oui. Tu travailles pour le Canadien de Montréal. Rien enlevé aux Islanders de New York. Là. Puis bravo pour vos 4 coupes dans les années 80. Là. Mais à part ça, c'est minable. Mais c'est pas une organisation digne de ce nom. Là. Fait que c'est pour ça que moi, Jeff Gorton, ça ne fait aucun doute. Est-ce qu'on va être capable de virer la situation avec les Islanders avec le premier choix au prochain encamp? Peut-être, parce que c'est eux qui ont remporté la loterie qui a eu lieu lundi, dans un tout nouveau format que moi j'ai adoré personnellement. Suspense, intrigue, pas mal plus le fun, et je te dirais même transparence aussi. Ouais. Moi j'ai adoré ce format-là. L'avez-vous aimé, les gars? Ben nous, on a pu l'écouter un peu ensemble, puis on comprenait rien de ce qui se passait. Ben voyons! Non, c'est parce qu'on était dans un bar. Puis là, on n'a pas commencé au début de la loterie. Fait que là, on est comme, on va regarder ça. On a manqué les chiffres là avant. Fait que là, on voyait juste des chiffres popper, on comprenait rien de ce qui se passait. mais une fois que tu comprends. Oui, une fois que tu comprends, c'est cool. C'est tellement mieux que Bill Daly qui flippe des cartons, honnêtement. Oui. Imagine qu'on revient l'année dernière, là, la loterie Celebrini, là. Le Canadien, plutôt que de juste voir le Canadien à 5,
tu vois les boules qui Ah, tombent. ouais, c'est le fun. Et là, tu sais que tu as besoin du chiffre numéro 4 pour obtenir le premier rang au total. Ça amène une dynamique complètement différente. Je veux dire, dans la deuxième loterie, quand tu voyais que les Flames de Calgary étaient à un Hi, chiffre c'était de venir stressant, nous, ça. nous couper l'herbe sur le pied, là, c'était pas mal moins drôle dans mon salon, là, je te le confirme. Là. Ben écoute, nous au bord, c'était drôle, mais on comprenait rien, là, mais écoute, c'était vraiment mieux. Je pense juste qu'au niveau de la production, l'année prochaine, il va falloir mettre les chiffres puis les équipes. Ça coûterait quoi quand on voit la balle sortir, de voir le numéro, tu sais, de pouvoir faire l'association directement. Mais on le voyait, on a tous vu ça. Mais on dirait qu'il fallait que tu voyais le tableau, fallait que tu t'en rappelles, puis après tu vois le. Ah, dans ce sens-là. dans ce sens-là, Ok, tu sais, dans qu'on ce le voit sens-là, dans qu'on les- sache directement quand ils ont sorti le 13 Ouais, que c'était les c'est ça, Islanders de Exact. New York. Qu'on n'ait pas à Ah, attendre ok. le découpage, puis Ah, ok, ok. c'était Parce l'équipe. que c'était long, parce que là, le petit monsieur, fallait qu'il écrive sur ce papier. Deuxième petit papier. Mais c'était intéressant comme. Mais c'était le fun de voir Ouais. en direct les boules, les Ouais. pourcentages évoluer, de voir que, ok, cette équipe-là, tu sais, Ouais. tu voyais vraiment la fluctuation. Puis ne serait-ce que par le souci de transparence, parce que on pourrait faire une historique dans le sport, tellement de théories du complot avec les loteries du repêchage. Là. Ouais, mais c'était filmé, puis c'était rediffusé par la suite Ouais. sur YouTube. Mais je comprends que les gens aiment bien dire « Ah, on le sait bien. Ben oui. Tu sais, quand Chicago, ils ont Connor Bedard, puis quand des affaires de même, c'est comme trop beau pour être vrai quasiment. Là. Oui, mais ça reste que, tu sais... Exactement. Mais bon, Ça des fois, on aime ça un peu, avoir des petites théories de même. Là. Puis pour les Highlanders, c'est inespéré, mais c'est comme si ça... C'est comme si, en fait, ça force encore plus l'équipe à faire un choix. Parce que là, c'est vraiment... Est-ce que tu double down, reconstruction, on a un premier choix, on y va all-in, l'an prochain, on vise McKenna? Ben, que- Ou honnêtement- est-ce que là, le choix est vraiment... T'as deux choix, là. Ouais, mais Tu peux t'as- plus jouer entre deux, là. T'as un autre GM. T'as Ben, c'est quelqu'un ça. qui va débarquer en place. Ouais. J'ose croire que cette personne-là va vouloir faire son équipe et non poursuivre le travail de Lou Lamoriello. En même temps, Mais c'est ça pas- dépend des propriétaires des Highlanders, ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils sont pas intéressés à une reconstruction. Ils ont un building à remplir. Là, ils ont... ils vont engager le GM en conséquence. C'est ça, exactement. Tu sais, quelqu'un va arriver avec un plan. Moi, demain matin, tu me dis « Hey, on t'interviewe pour le poste. » C'est sûr et certain que je Ouais. sac cette équipe-là à terre. Mais pas mal plus facile à faire qu'à dire. Ouais. Pas mal plus facile à dire qu'à faire. Ouais, exactement. Merci, Jacob. Parce que cette équipe-là a les mains liées avec plusieurs joueurs sur le long terme. Il est là le problème des Highlanders. Ouais. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut aller dans l'autre direction. Là où est-ce que c'est intéressant, c'est que l'année dernière, on a mis la main sur Cole Eiserman avec notre choix de Ouais. premier tour. Eiserman a déjà joué avec James Higgins. James Higgins vient de Long Island. Est-ce qu'on va faire de James Higgins le premier choix au total du repêchage dans une année qu'au départ, il était étiqueté numéro 1, Ouais. il a sous-performé par rapport à certains, ou on va y aller pour le choix plus consensus, le défenseur qu'on qualifie comme extraordinaire, Matthew Schaefer, ou encore l'autre attaquant, Michael Misa. Ce sont les trois choix, honnêtement, logiques pour le rang numéro 1. Mais rendu là, si t'es pour repêcher James Higgins, est-ce que tu serais pas mieux peut-être de reculer au repêchage d'un ou deux rangs, accumuler d'autres choix additionnels, justement parce que tu commences ta reconstruction, et le repêcher là? Pour moi, prendre Higgins avec le premier choix, ce serait pas de la bonne valeur. Non. On s'entend. En termes de... Si t'es capable d'avoir ce gars-là 3 ou 4, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de l'avoir 3 ou 4? Puis ce qui devient intéressant à travers tout ça, c'est que, on va dire, t'entends ta reconstruction, tu sais, aujourd'hui, là, il n'y a pas grand-chose dans cette organisation-là. Tu as le premier choix, tu l'as dit, tu as Cole Eiserman, Caleb là, Ritchie. tu as Callum Ritchie que tu es allé chercher. Pas beaucoup de jeunes dans cette équipe-là. Tu prends un gars comme Noah Dobson qui a 25 ans, comme Matthew Barzal qui a 27 ans. Ça, ce sont les plus jeunes Mais si joueurs tu vas- clés du Si tu vas dans la construction, ces deux-là sont partis. là. Exactement. Parce que le joueur que tu repêches maintenant, il va seulement être un joueur élite dans quoi? À 4-5 ans. Ces gars-là vont déjà être rendus dans la trentaine. Exact. Faut que tu repars à zéro, t'échanges tout le monde, puis tu rebâtis avec ça, mais c'est... Écoute, il y a des joueurs de grand talent qui arrivent dans les prochains repêchages. Si, on va dire, t'es capable d'ajouter un Matthew Schaefer puis un Gavin McKenna l'année prochaine, t'es en business. Ce là. qui C'est serait la inespéré. limite. Ce qui serait la limite dans Oui, le parce que- contexte, parce que c'est 2 fois que tu gagnes la loterie aux 5 ans. Fait que si tu viens de la gagner là, à moins que tu termines dernier l'an prochain. l'année dernière, que techniquement tu ne t'avances pas, cette règle-là, c'est si C'est tu spécial. t'avances. Ouais. Si tu t'avances C'est ça. au repêchage, ça compte comme une fois et tu as le droit à 2 sur une période de 5 ans. Ouais. Donc Comme le le Canadien n'avait pas gagné avec Slavkovski. c'est exact. Et même si le Canadien l'avait gagné, ben là, 2022, 2023, 2024, 2025,
de toute façon, on pourrait la gagner techniquement en 2026 parce que, Oh. tu sais, On avait dit en plus que ça se peut que le Canadien fasse pas les séries. Ouais, tu calmes, là. Mais c'est quand même, mais tu sais, tu dis ça et c'est frappant. Le Canadien s'est battu jusqu'à la toute fin Ouais. avec les Islanders de New York. Et les Islanders gagnent la loterie. Et dans l'autre conférence, Utah, Ouais. qu'on vient d'apprendre que c'est les Mammouths, À 2 points. eux aussi, ils sont passés proches de faire les séries, et là, ils se retrouvent avec le 4e choix. Est-ce que ça vous dérange de voir que ce sont des équipes qui ont passé près? Parce qu'à la base, tout ça, là, ça part du règlement des Rangers de New York. Lorsqu'on a passé près de faire les séries et qu'on s'est retrouvé Ouais. avec Alexis Lafrenière, on a instauré le bond d'Iran. C'est la raison pour laquelle que Utah, le mammouth, on va s'habituer à le dire, là, ne grimpe pas au 2e rang, mais s'arrête au 4e rang, parce qu'on passe de 14 à 4. Est-ce que ça vous chicote de voir que ce sont de bonnes équipes, entre guillemets, qui sont récompensées avec la loterie? Non, moi ça me dérange pas. Je pense que justement c'est une bonne chose de voir des équipes comme ça qui sont récompensées et non ceux qui ont tout vendu, qui sont dans les bas de classement justement pour avoir ce choix-là. Je pense que ça évite ça, le 100%, on va tout défaire pour reconstruire, puis avoir 2 années, avoir McKenna, puis Dupont, puis après on va être all-in pour le reste des années. Je pense que des situations comme ça, tu te dis, bon, je vais quand même repêcher haut, mais je repêcherai pas au premier choix. Fait que des équipes comme Chicago et tout, tu peux vouloir repenser ta stratégie. Je pense que tu as besoin de ça, puis la règle du bon de Diran est nécessaire pour éviter, parce qu'à un moment donné, quand t'es poche, puis tu fais pas exprès d'être mauvais pendant plusieurs années, puis là, t'es même pas récompensé, entre guillemets, pour ces années de misère, il y a un certain problème. Exact. Ben, comme les Sabres de Buffalo, qui font pas exprès de rater les séries depuis 14 ans, mais eux, ils ont été malchanceux à quelques reprises avec la loterie. L'année de McDavid, il aurait pu repêcher premier, finalement. Il y avait les Eichel. meilleures probabilités. Il y avait les meilleures probabilités. Finalement, tu te retrouves avec Eichel, qui était tout un joueur, puis les Sabres, c'est plus compliqué que ça, mais pour moi, le tanking, c'est catastrophique pour une ligue professionnelle, niveau parité, niveau qualité du produit. Tu essaies d'enrayer ça le plus possible pour essayer au moins que tout le monde, soir après soir, croit que tu as une chance de gagner le plus longtemps possible dans l'année. Ouais. Après ça, c'est rendu au mois de février, mars, tu échanges tes joueurs, tu commences à tanker. J'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, d'arriver au mois d'octobre, puis savoir, OK, telle formation, on sait qu'elles sont juste là pour le premier choix. Ouais, comme En les tant Hawks que- en 2023. Exactement. En tant que business, c'est pas bon. Ouais, je pense que... Excuse-moi, désolé, mais je pense Pas que de c'est un cauchemar pour une ligne professionnelle de voir un calendrier puis de pouvoir faire des X sur des matchs qui sont pas intéressants Ouais. puis que les gens savent déjà qui va gagner dans la rencontre. Même si la LNH est une ligue assez... Il y a de la parité, n'importe quelle équipe un soir donné peut en vaincre une autre, mais de savoir, mettons, que Chicago, ça va être une saison de misère avant le camp d'entraînement, c'est vraiment pas bon d'un point de vue Ouais. business. Genre comme l'avant-dernier match du Canadien, Chicago. Là, c'est une Ouais, c'est ça. Alors que le Canadien peut se classer pour les séries. Ah, tu sais. victoire facile Victoire du Canadien. facile, mais tu sais, il n'y en a pas de problème. Alors, non, mais sans blague, vous avez raison. Le Canadien se retrouve avec les rangs 16 et 17. Ça, c'est vraiment le meilleur scénario possible. Ouais. En fait, le meilleur scénario possible, c'était 11 pour le Canadien. Finalement, les Flames ont performé au point de trouver 16e. Ils n'ont pas gagné la loterie, heureusement, parce que sinon, ils auraient intégré le top 10 et le Canadien se serait retrouvé avec le choix C'est ça. des Panthers de la Floride. Donc, dans les circonstances, compte tenu du classement final, c'était le meilleur scénario envisageable, 16 et 17. Et honnêtement, j'ai hâte de voir. Ça te donne quelques munitions. Tu peux transiger ces choix-là. Ouais. Tu peux t'avancer au repêchage pour aller cibler peut-être un Caleb Desnoyers. Ouais. Si jamais il t'intéresse et que tu penses que ça pourrait être le futur joueur de centre que tu as besoin, tu peux essayer de grimper si jamais Desnoyers est encore là, disons, à 6 ou à 7. Honnêtement, je pense qu'il va sortir assez tôt, mais si jamais c'est possible, tu as ces options-là. Et tu as aussi l'option d'y aller pour un joueur qui est à risque. Roger McQueen me vient en tête. Mhm. Gros bonhomme, mais longtemps blessé. D'après moi, il va faire peur à bien les équipes. Bien les équipes vont vouloir éviter le piège qu'Aiden Lidstrom de l'année Exactement. dernière. Mais si le Canadien arrive et qu'il est encore disponible à 16, tu as le luxe de te dire, regarde, on le prend. Si ça fonctionne, wow. Si ça fonctionne pas, on a aussi notre choix de premier Tu tour vas à plus 17. safe. Donc là, au moins, tu limites les dégâts en quelque sorte à ce moment-là. Ça va être intéressant de voir que va faire Kent Hughes. Ouais. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce que le Canadien est à un joueur près de vraiment être une équipe de haut niveau ou est-ce qu'on est encore à 3, 4, 5 morceaux de premier plan pour être une équipe compétitive? Dans ma tête, t'es vraiment plus proche d'être à un joueur près d'être une équipe de haut niveau. T'es à un joueur de centre de top 6 d'être une équipe compétitrice année après année. Fait que Après ça, toi, mettons, tu irais pour Crosby. Les pas fameux nécessairement, parce qu'après ça, est-ce que
c'est en tant qu'organisation, il faut que tu décides, est-ce que ce joueur-là, ce deuxième centre, je veux qu'il ait 28 ans ou je veux qu'il ait 18 ans? Avec un Caleb Desnoyers, par exemple, puis là, tu t'achètes 10 ans. Ça va être ça qui va être intéressant à faire comme décision pour le Canadien. D'après moi, ces choix-là vont être transigés. Est-ce que ça va être pour grimper au repêchage? Les deux? Est-ce que ça va être pour... Je pense que oui. Je pense que oui. Que ce soit pour grimper au repêchage ou pour aller chercher le fameux deuxième joueur de centre qu'on voit tant. Là. Je pense qu'ils vont finir par être échangés parce que le Canadien, ils ont tellement de choix en ce moment. On a 2 choix de 1, 2 choix de 2, 3 choix de 3, je crois. L'an prochain, on a encore 2 choix de deuxième ronde. À un moment donné, ça sert à rien d'accumuler autant de choix ça qui sert sont pas à pas rien. si élevés que ça. Ça sert pas à rien. Oui, Ça mais te c'est parce donne qu'au des 16e munitions pour rang, t'avancer. Mais c'est pas au 16-17e rang que tu vas repêcher un attaquant de premier plan. Non, mais j'ai On jamais s'entend. dit ça. Je sais. Je dis juste que ça sert. C'est pas vrai que ça sert à rien. Alors, je pense que dans le stade où le Canadien est rendu avec sa reconstruction, t'es mieux de viser la qualité que la quantité. On s'entend là-dessus. Ça, c'est sûr et certain que tu es mieux de viser la qualité parce que tu as un bassin d'espoir qui est bien garni et tu n'as peut-être pas de top prospect. Tu Ouais. regardes dans les espoirs du Canadien, Pas Ryan Backer, là. les espoirs qui ne sont pas dans la Ligue nationale de hockey, qui sont vraiment de haute qualité, il y en a quand même peu. Alors, c'est sûr et certain qu'on a besoin plus de qualité que de quantité. Ça, là-dessus, je te rejoins à 100%, mais moi, ça me fait toujours rire quand... Ah, ça fait quoi un choix de 3 de plus? Mais un choix de 3 de plus, c'est peut-être ça qui va te permettre de grimper de 3 rangs, Oui. d'aller chercher le gars que tu cibles. C'est complètement faux, c'est archi faux de dire qu'on a trop de choix au repêchage. Tu peux avoir trop d'espoir dans ton organisation, puis finalement, tu peux pas les signer parce que tu as une limite de 50 contrats. Mais des choix, c'est peut-être ça. Puis si tu veux, là, tu veux des choix, mais prends pas ton choix pour l'année en cours. Transige ton joueur, ramasse un choix dans 2 ans, puis dans 2 ans, tu vas arriver à la date limite, puis tu as une petite blessure, puis tu vas te chercher un défenseur que tu as besoin avec ce choix-là. Puis moi, c'est là où est-ce que des fois, ça m'accroche. Le Canadien a le luxe cette année d'avoir 2 choix collés, dont un est gratuit. C'est littéralement du house money. Il y a un des 2 choix, c'est la transaction Sean Monahan. Pas celle qu'on l'a donnée, celle qu'on l'a reçue. Ouais. Tu sais, on a été chanceux d'avoir Monahan ici. Il a fait grandir nos jeunes. Ça a été un excellent vétéran. Et pour ça, on va avoir la 16e sélection totale. Fait qu'honnêtement, si le Canadien veut échanger ce choix-là ou s'il veut essayer quelque chose, y aller pour la clôture, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis pas contre aucune des possibilités de mouvement avec ces choix-là. Avant de rentrer dans la saison au niveau du Canadien, je me disais dans ma tête, si tout se passe bien dans le plan de Kent Hughes, c'est la dernière année où on va aller chercher au repêchage quelqu'un de talent, de qualité qui manque au noyau de jeunes. Donc, je serais pas contre, j'aimerais ça quand même voir que ces 2 choix-là soient des sélections du Canadien, puis qu'on ait deux autres attaquants ou défenseurs de premier plan qui peuvent se greffer au noyau. Tu l'as dit, c'est quand même mince là, de ce qu'on n'a pas présentement. On a Demidov qui l'année prochaine va être là pour une saison complète. On va compter comme sa première saison, mais à part de ça, tu as Rainbacker, puis ça commence à être mince au niveau d'espoir de premier plan. Donc pour moi, c'est la dernière année pour aller chercher ces jeunes-là. Par contre, est-ce que ça pourrait être intéressant de s'avancer plus haut et d'avoir le jeune qu'on aurait eu avec une saison de misère du Canadien? Je pense que c'est une bonne possibilité. Il faut être réaliste. Ça arrive jamais. Ça arrive pratiquement jamais des transactions pour grimper dans le top 5. On voit ça dans la NFL beaucoup. Oui, dans la NFL. Mais au hockey, jamais. Et on se déshabille dans la NFL pour faire ça. Solide. Ouais, c'est pas juste 2 choix de première ronde pour monter. Non. Oh no. Non. Fait que c'est là où est-ce qu'on est prêt à faire ça? Moi, je pense que ça va être d'évaluer. Contrairement à l'année dernière, on savait du côté des Canadiens, on avait su que les Maple Leafs de Toronto étaient très intéressés à Michael H. On a procédé à la transaction en après-midi, on a bondi devant les Leafs et on a ramassé Michael H. Et assurément que si Michael H avait sorti, on avait 1 ou 2 autres joueurs qui nous intéressaient quand même pour rectifier la situation. Je pense pas que le Canadien, en après-midi du repêchage, va transiger ces 2 choix-là pour monter. Mais si jamais, je le répète, un gars comme Caleb Desnoyers, parce que je pense que ça fitterait exactement dans ce que le Canadien a besoin, glisse un peu, mais là, tu peux prendre le téléphone et tu peux essayer d'être agressif. Sinon, ben, tu peux transiger ces choix-là, 1, 2, peut-être, pour un joueur dans l'immédiat, pour de l'aide immédiate. On verra ce qui sera préconisé avec le Canadien de Montréal. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Les gars, ça fait le tour pour l'épisode de cette semaine. Ça a été encore une fois bien agréable. Ouais. Oui, Je pense que oui. Bon, en tout cas, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est le fun. Je pense encore au boulier, là, j'essaie de comprendre. Ah, ok, voilà. Je vais te l'expliquer une fois qu'on va sortir des ondes, Jacob. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Radar. Bien hâte de voir si nos prédictions de deuxième tour vont bien vieillir d'ici là. Salut tout le monde. Bonne semaine.